we're developing a society because of all of these different toxins known to affect brain function. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. So everyone's sort of mediocre. That leaves them dependent on government because they can't excel. We have these people of lower IQ who are totally dependent. Then we have this mass of people who are going to believe anything they're told because they can't really think clearly. And very few people of very high IQ who have good cognitive function who can figure this all out. And that's what they want. So, you know, you can kind of piece it together as to why they are so insistent in spending so many hundreds of millions of dollars of propaganda money to dumb down society. 128 résidus chimiques, c'est ce que consomme chaque jour un enfant de 10 ans. Un chiffre révélé par l'association Génération Future qui a étudié la contamination des repas quotidiens d'un enfant. Au menu donc, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et dîner, conformes aux recommandations officielles, 5 fruits et légumes frais, 3 produits laitiers et 1,5 litre d'eau par jour. Une alimentation a priori équilibrée et pourtant le résultat est inquiétant. 36 pesticides, 5 substances cancérigènes et 42 suspectées de l'être, et enfin 37 qui sont susceptibles de perturber le système hormonal. Ainsi, le pain complet, réputé pour ses qualités nutritionnelles, contient 2 pesticides, soit la même quantité que la baguette de pain traditionnelle ou encore que le pain de mie. Un steak haché consommé au déjeuner, c'est 1 dioxine et 7 PCB, ces dérivés chimiques toxiques responsables d'infertilité, de problèmes de croissance et probablement cancérigènes. Même constat au rayon poisson, le saumon contient à lui seul pas moins de 7 dioxines, 12 PCB et 1 trace de métaux lourds. Côté fruits et légumes, ce n'est pas beaucoup mieux quand la salade et la tomate sont polluées par 2 pesticides chacune, la pêche en contient 4 et la pomme importée du Brésil pas moins de 6. Selon l'association, même si ces doses de substances toxiques restent inférieures à la limite légale, elles ne sont pas anodines. Leur accumulation pourrait expliquer l'augmentation des cancers, du diabète et de certaines maladies neurodégénératives chez les enfants. Toujours selon cette étude, la consommation régulière de produits bio permettrait de réduire de 50% l'absorption de ces substances toxiques. Monsanto exerce une domination féroce. Quiconque veut faire de l'agriculture devra s'acoquiner avec Monsanto. Le soya leur appartient. Ils contrôlent tout, de la semence au supermarché. Ils tiennent peu à peu tout le système alimentaire sous leur emprise. Mais le plus cool chez Monsanto, c'est son histoire, avec des trouvailles exceptionnelles pour l'humanité tout entière. Ceci est un love computer expérimental. On va la faire courte. À la base, Monsanto est une société de produits chimiques. C'est Monsanto qui a géré The Manhattan Project. Vous savez, le projet de développement de la première bombe nucléaire. Juste après, il se lance dans la production d'herbicides et d'insecticides. Produits qui ont fait leur preuve pendant la guerre du Vietnam avec l'agent orange, hautement cancérigène. Mais il y a aussi les best-sellers, les hormones de croissance et les OGM. C'est quand même un super CV pour un agriculteur. Il y a toujours eu un lien étroit entre les représentants de Monsanto et les divers organes régulateurs et judiciaires qui prennent les décisions clés. Vous nous parlez d'un catalogue officiel. Qu'est-ce que c'est ce catalogue officiel? Le catalogue officiel qui a été mis en place par l'administration française, par le GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, donc en gros les gros semenciers français. Mais ce catalogue officiel, c'est un catalogue qui est validé par l'administration française. Absolument. Donc, mais qui a été créé par des semenciers privés. Et qui ont fait valider ça par l'administration française. Donc nous, on est hors catalogue, puisqu'on est hors cadre, donc on est outlaw, on est hors la loi. On n'a pas le droit de vendre nos semences parce que non répertoriées au catalogue officiel. Et c'est pour ça qu'on a des procès. D'accord, voilà. C'est ça qui est important de nous expliquer. C'est ça le point d'interrogation et la pierre d'achoppement, c'est-à-dire la pierre philosophale qu'on ne peut pas changer au niveau de la loi, parce qu'on est hors la loi. Vous voyez, par rapport à ça, par rapport à nos variétés fixes, nos variétés pures, nos semences bio, qu'on n'a pas le droit de commercialiser. Donc il faut le tampon du ministère de l'Agriculture pour pouvoir commercialiser de la semence aujourd'hui. Donc la plupart du temps, maintenant, on assiste à des hybrides F1, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, hybride F1? C'est-à-dire des variétés non reproductibles.
qui ne peuvent pas se reproduire en tant que tels. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple une tomate F1 Montfavet, le fruit que tu récoltes, tu pourras le manger, c'est une tomate. Hein. À mon avis, elle est insipide, elle n'a pas trop de goût, hein. C'est pas de la tomate bio. Mais la graine que tu récupères de cette tomate, si tu la sèmes l'année d'après, dès la première année, il y a une dégénérescence totale. Donc tu es obligé de retourner tous les ans au tiroir caisse, racheter ta semence de tomate hybride F1 Montfavet pour avoir la même pureté variétale. Donc autrement, tu n'as plus rien du tout. Il y a un truc que je comprends. Donc ça veut dire ça n'existe plus les semences qu'on peut replanter d'année en année? C'est fini? Pratiquement. Si on plonge sur le catalogue Villemorin du début du siècle, où il y avait par exemple, je sais pas, 120 choux cabus ou différents choux et tout ça, aujourd'hui il ne reste que 4 ou 5. Et c'est pratiquement que des hybrides F1. Donc encore une histoire de gros sous, avec les grands patrons, Monsanto, Novartis, Cardicide, Dupont de Nemours, Syngenta. 9, 10 transmultinationales possèdent 85% du marché de la semence mondiale, blé et riz compris. Donc ils font ce qu'ils veulent. L'hémisphère sud est en train de disparaître, l'Afrique se meurt, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est au panier. Les Indes, Sud-Est asiatique où on va depuis 10 ans, il n'y a plus rien, il n'y a plus de semences. Et puis à l'occasion de la semaine internationale contre les aliments ionisés, c'est-à-dire traités par irradiation, plusieurs associations se mobilisent pour informer les consommateurs. Carole Vénois et Simon Fichet nous disent comment et pourquoi. Sans le savoir, nous mangeons de plus en plus d'aliments ionisés, c'est-à-dire traités par irradiation. Cette technologie consiste à exposer les produits à des rayons radioactifs dans des unités comme celle-ci. La France en compte 7. Ce procédé est utilisé pour détruire les bactéries et faciliter la conservation des aliments. Certaines associations s'y opposent. Le premier risque, c'est la perte de vitamines, ça qui est attesté tout à fait officiellement, y compris dans les rapports de l'OMS. Et puis un risque de cancérogénèse et de mutagénèse, notamment sur les produits gras irradiés. Comme les cuisses de poulet ou les crevettes, des denrées fréquemment ionisées. Mais la dose des nouvelles molécules produites par l'irradiation serait sans risque pour la santé selon l'Agence française de sécurité importés d'Asie. Il faut savoir que plus les aliments voyagent sur de longues distances, plus ils sont susceptibles d'être ionisés. En voyant le sujet qui précède, on se pose de sérieuses questions. Regardez plutôt celui qui suit. Cette fois, c'est carrément Kafka, un horticulteur bio installé dans l'Ain, diffusait gentiment ses conseils pour éviter aux agriculteurs d'utiliser les produits toxiques. Mais voilà, un article subrepticement inséré dans un projet de loi interdit toute publicité pour le purin d'ortie ou autre recette de grand-mère. Son livre vient même d'être saisi dans les locaux de son éditeur. La pub pour les engrais, elle, continue de fleurir sur nos écrans. Édouard Bergeon. Alors, peut-on être poursuivi si l'on recommande d'utiliser du purin d'ortie ou si l'on fait la publicité, les fameuses recettes de grand-mère? C'est le témoignage du Trésor. Et il s'agit du témoignage d'Éric Petios, paysagiste bio, dont le livre vient donc d'être saisi, que l'on retrouve en direct de Crozet dans l'Ain. Racontez-nous, et bonjour d'abord, et merci d'être avec nous, racontez-nous d'abord ce qui s'est passé. C'était fin août, je crois, dans votre entreprise. Oui, j'ai reçu un fax de la SRPV DRAF m'annonçant que j'avais été tiré au sort dans les pages jaunes en tant qu'entrepreneur paysagiste. SRPV, c'est les fraudes. Hein, ce sont les fraudes. C'est les services de protection des végétaux. Voilà. Service de protection des végétaux, ça n'a rien à voir avec la protection, avec les fraudes. Oui. Il venait donc en tout état de cause pour vérifier, je dirais, l'état sanitaire de mon atelier, voir si les produits que l'on utilise en jardinage étaient bien stockés. Je dirais, partant de ce postulat, je ne me faisais aucun souci parce que je n'ai que des produits biologiques. Mais apparemment, ils n'étaient pas venus pour ça, et ils étaient venus en plus, ça c'était la couche sur millefeuille, avec le service de répression des fraudes, et je n'étais pas du tout au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Très rapidement, ils se sont attaqués au contenu de mes cours, parce que depuis 6 ans, j'ai un numéro de dispensateur de formation qui, paradoxalement, m'a été donné par le ministère de l'Agriculture, et j'organise des stages avec un vœu pieux, je dirais, d'autonomiser partiellement les professionnels. Et donc on s'est attaqué, je dirais, directement au contenu, à la substance de mes cours par écrit, et on m'a très vite apposé des allégations verbales du style « je n'ai plus le droit de dire verbalement et par écrit qu'une plante est insecticide, fongicide, je n'ai plus le droit d'aller sur le terrain pour montrer ce qu'est une infusion, une décoction pour soigner les plantes ». Mais c'est incroyable ça, vous avez modifié vos cours? C'est ce que ça veut dire par exemple pour vos formations pour les agriculteurs?
Alors effectivement, j'ai modifié en grande urgence un cours que je n'ai jamais organisé, donc j'ai annulé et modifié un cours que je n'ai jamais organisé, le cours pour les viticulteurs que j'organise depuis pas mal de temps en Suisse. Là-bas, ils ont 30 km d'avance, si je puis dire. Donc en fait, pour dire qu'une plante est insecticide, il faut être un peu bac plus 12, cette phrase comme quoi c'est une plante qui favorise le bon développement du végétal tout en contrariant par exemple le développement du ver de la pomme. Voilà, pour dire qu'une plante est insecticide, c'est un peu compliqué, donc je joue le jeu pour le moment, mais toute la complexité, je dirais, c'est de savoir dans le long terme ce que je vais pouvoir faire ou pas dans l'utilisation de ces plantes à usage tout à fait protecteur de l'environnement. Bon, Éric Petiot, merci en tout cas d'avoir été l'invité du Trésor. On vous souhaite bon courage pour la révision de vos cours. Et il va falloir que vos élèves soient effectivement très attentifs pour comprendre les circonvolutions verbales auxquelles on vous oblige. Depuis 25 ans, nos gouvernements sont dominés par les industries qu'ils sont censés réglementer. On parle de pouvoir centralisé. Toute cette puissance est utilisée pour nuire aux agriculteurs qui produisent la nourriture et aux ouvriers qui travaillent pour cette industrie. Elle nuit aussi aux consommateurs qu'on garde intentionnellement dans l'ignorance à propos de la provenance des aliments et des effets qu'ils ont sur leur corps. Le clonage des animaux est un phénomène relativement nouveau. Il est incroyable que la FDA non seulement permette la vente de viande d'animaux clonés sans effectuer de recherche, mais qu'elle en autorise la vente sans un étiquetage adéquat. Ces entreprises se battent corps et âme contre l'étiquetage. L'industrie de la malbouffe a tout fait pour ne pas divulguer la teneur calorifique des aliments. Elle ne voulait pas non plus indiquer la présence de gras trans. L'industrie de la viande fait des pieds et des mains contre l'étiquetage du pays d'origine. Ils se sont aussi opposés à l'étiquetage des OGM. Résultat, 70% des aliments transformés sur le marché contiennent des ingrédients génétiquement modifiés. Selon moi, il s'agit d'un combat primordial pour les consommateurs. Savoir ce que contient leur nourriture et comment elle a été cultivée. Je pense qu'il existe environ 100 000 substances dans ces emballages divers et variés qui migrent dans notre nourriture, en quantité peut-être suffisante pour être toxiques. Les emballages peuvent... Stéphanie Bloch va environ 3 fois par semaine au supermarché, comme la plupart des Européens. Elle travaille et a 2 enfants en bas âge. Ici, elle trouve tout ce dont elle a besoin. C'est commode et ça gagne du temps. D'ailleurs, elle n'hésite pas, entre autres, à faire le plein de denrées longue conservation. Mais ce que Stéphanie ne sait pas, c'est que les emballages de ces produits sont dangereux. Car de nombreuses substances toxiques se cachent dans ces pots en verre d'aspect si hygiénique, ces emballages carton ou plastique tout en couleur. Et ces substances peuvent migrer dans notre nourriture. Peu d'entre elles sont connues aujourd'hui, et on ignore encore quelles conséquences elles peuvent avoir sur notre santé. Marieke Colossa, toxicologue à l'Office fédéral de l'environnement, est une spécialiste de ces poisons dits migrants. Elle s'intéresse spécifiquement aux phtalates, utilisés par l'industrie plastique pour fabriquer des emballages souples et durables. Ces plastifiants ont de quoi nous inquiéter, car lors d'une enquête réalisée sur 2000 enfants, l'Office fédéral de l'environnement a découvert que ces substances qui infestent les emballages se retrouvaient dans l'organisme des enfants examinés. Pour comprendre d'où viennent ces phtalates, un certain nombre de denrées alimentaires a été analysé. Nous avons décelé des taux importants de phtalates dans ce genre de sauce au pistou ou asiatique, qui sont très grasses. Dans les petits pains aussi, que l'on mange avec des pâtes à tartiner à la noisette, comme celle-ci par exemple. On en a aussi trouvé dans les bonbons, comme les nounours ou les bouteilles de Coca-Cola. Et également dans le lait, y compris le lait bio. Et nous sommes d'avis que ces phtalates ont migré à chaque fois de l'emballage dans le produit. Quel effet ont ces phtalates sur notre organisme?
Les phtalates agissent comme des hormones et provoquent donc avant tout des dérèglements hormonaux. Pour en savoir plus sur ces dérèglements hormonaux, il faut aller à Copenhague. En effet, depuis plus de 20 ans, les chercheurs de la clinique universitaire y étudient l'effet des plastifiants sur notre santé. Le docteur Jorgensen, qui est andrologue, a constaté que les phtalates agissaient comme un leurre hormonal. Ils miment l'effet des hormones sexuelles femelles et modifient ainsi de façon significative l'équilibre hormonal masculin. Constatant qu'un nombre grandissant de patients venaient se faire examiner pour stérilité, les chercheurs ont commencé à étudier le rapport entre les phtalates et cette augmentation de la stérilité masculine. Ils ont examiné plus de 10 000 échantillons de spermatozoïdes et ont fait une découverte bouleversante. Presque la moitié de ces hommes produisent trop peu de spermatozoïdes ou des spermatozoïdes trop lents pour pouvoir procréer de façon naturelle. Et le nombre d'hommes stériles augmente en permanence en Europe. Voici une image type. Des spermatozoïdes qui nagent en cercle et n'atteignent jamais leur but. Ces poisons nous nuisent donc avant même la naissance. Certains de ces phtalates et autres substances sont ingérés par les femmes enceintes. Une fois dans leur organisme, ils atteignent le fœtus et entravent le développement des testicules. De ce fait, à cause de l'amoindrissement du nombre de cellules produites à ce stade précoce, on observe des atrophies testiculaires qui seront responsables plus tard d'une production de spermatozoïdes réduite. Les enfants adorent le Nutella. Hélas, l'Office fédéral de l'environnement a trouvé dans les tartines de Nutella une forte concentration de DEHP, le phtalate le plus dangereux de tous. Plein de vitamines, ça, tu sais. L'entreprise Ferrero qui produit cette pâte à tartiner a elle-même conduit des analyses et constaté la présence du plastifiant dans la pâte à tartiner elle-même, mais en quantité inoffensive à l'en croire. Selon Ferrero, il faudrait manger énormément de tartines de Nutella pour s'intoxiquer réellement. Toutefois, les spécialistes sont formels. Le DEHP peut rendre stérile. C'est pour cette raison qu'on en a interdit l'usage dans l'industrie des jouets. Mais pourquoi, au-delà des jouets, cette substance n'est-elle pas bannie de tous les emballages à ce jour? Mystère. Une autre enquête réalisée par l'Office fédéral de l'environnement a pourtant donné des résultats alarmants. 600 enfants ont été examinés et on a décelé des traces de DEHP dans le corps de chacun d'entre eux. Il faut absolument les interdire, car chez tous les enfants examinés en Allemagne, on a décelé des traces de 5 phtalates importants. Autrement dit, ces phtalates sont omniprésents dans le corps des enfants. Et chez au moins 20% d'entre eux, certains de ces phtalates sont présents en quantité critique, c'est-à-dire toxiques. D'autant plus que si l'on considère que les effets des différents phtalates peuvent s'additionner, il se pourrait bien qu'en réalité, non loin de 80% des enfants absorbent plus de phtalates que nous n'estimons raisonnable. Cette usine de film plastique, par exemple. L'important, c'est que le film soit souple, transparent et hygiénique. Les plastifiants ne sont qu'un des multiples poisons migrants qui rôdent dans les supermarchés. Parmi eux, le bisphénol A ou BPA, qui infeste les emballages plastiques. S'il rend l'emballage plus résistant et empêche son contenu de s'oxyder, on le soupçonne d'avoir des conséquences néfastes à la fois sur le métabolisme, le système cardiovasculaire et le cerveau. Le BPA est particulièrement apte à contaminer nos aliments quand on les réchauffe au four à micro-ondes dans leur emballage. J'ai un grand garçon maintenant qui a 5 ans, qui a développé effectivement des allergies. Est-ce que le fait d'avoir mangé aussi bien des petits pots que des choses qui venaient d'emballage comme ça, oui, en plus, bien sûr. Comment agir, surtout qu'en plus, moi, lui, c'était la période où il utilisait les biberons où il y avait à l'époque ce bisphénol, et puis on le mettait, j'hésite pas à le dire, que je le mettais au micro-ondes. La plupart du temps, le consommateur est prévenu trop tard du danger.
Ce n'est qu'en mai 2010 que le BPA a été interdit dans la fabrication des biberons en France. C'était un peu tard pour le fils aîné de Stéphanie. Et le BPA ne contamine pas que la nourriture pour bébé ni les aliments en général. Tous les jours, enfants comme adultes, nous portons des objets en plastique à notre bouche. Le Danemark est le seul pays d'Europe à ce jour à avoir interdit le BPA dans tous les emballages de nourriture pour enfants. Le reste de l'Europe débat encore des dangers potentiels. Pour hydrolyser ces composés, pour les transformer. Éric Oudot et Jean-Pierre Cravdy travaillent au pôle de toxicologie alimentaire de l'INRA de Toulouse. Pour eux, ça ne fait pas de doute, le BPA est dangereux. Leurs expériences sur les souris ont révélé que cette substance pénètre notre organisme et entrave la croissance des cellules de défense. Elle s'attaque donc à notre système immunitaire. Il a également été prouvé que le bisphénol A peut pénétrer notre organisme par le contact avec la peau. Une série d'expériences comparatives a prouvé que les souris ayant mangé de la nourriture contaminée au BPA n'arrivaient plus à se défendre contre divers types de germes pathologiques, contrairement à leurs consoeurs n'ayant absorbé que des aliments dépourvus de toute trace de BPA. Les plus touchés sont les fœtus dans le ventre de leur mère, car le bisphénol atteint le fœtus et bloque le développement des cellules immunitaires. Cela peut même provoquer des modifications génétiques. Des tests réalisés sur des cellules humaines ont confirmé ces résultats. Si le bisphénol bloque trop tôt la porte de ces échanges, tout le système immunitaire qui est à l'intérieur de notre intestin sera mal éduqué, va rester naïf comme à la naissance, au moins pour partie. Et les conséquences, et principalement pour le sexe femelle, seront que l'adulte sera beaucoup plus sensible à développer des inflammations sévères parce que le cellule immunitaire n'aura pas appris à reconnaître correctement les agents pathogènes et n'aura pas appris à comment adapter sa défense. Ces expériences prouvent donc que le BPA empêche notre corps de se protéger contre les maladies et les bactéries nuisibles. Quant aux conséquences à long terme de l'absorption régulière de BPA, il est encore trop tôt pour les connaître. Et on n'est pas allé suffisamment loin dans la vie de l'animal pour constater à quel point une petite imprégnation à des doses relativement faibles, qui correspondent à peu près à ce que l'on peut trouver au maximum dans notre environnement, peut avoir des conséquences désastreuses chez un animal plusieurs semaines, plusieurs mois après la fin d'une exposition au bisphénol. Un solvant. Encore une fois, pour les chercheurs, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le BPA nuit à notre système immunitaire et qui plus est, durablement. Et ce poison peut se cacher n'importe où. Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui doit déterminer s'il est ou non nécessaire de protéger les consommateurs européens contre le BPA. Après étude du dossier, voilà la conclusion que tire Marie-Christine Favreau. Les études toxicologiques sont des études excessivement précises, qui sont faites avec une méthodologie qui est bien admise par tous et recommandée dans le monde, en particulier par l'OCDE. Donc lorsque les quelques expériences qui ont été faites dans ces conditions, il faut rappeler qu'elles ne montrent pas de toxicité. Donc il est important à l'heure actuelle de dire que l'on n'a pas, pour l'instant, d'études toxicologiques faites de façon très rigoureuse montrant une toxicité. Vous savez, la plupart des résultats qui sortent de nos laboratoires, que ce soit ici à l'INRA, en France ou aux États-Unis ou tout ailleurs, de toute façon, sont systématiquement publiés dans des revues internationales avec des revues par des experts scientifiques de différentes nationalités, experts dans le champ. Et systématiquement, de toute façon, dans nos études, nous avons le groupe traité à différentes doses, mais nous avons également des contrôles à côté qui ne reçoivent pas le produit. Finalement, la différence que l'on observe à côté suffit à valider un résultat. Que faut-il de plus ? Comment se fait-il donc que ces analyses, pourtant financées par l'État, ne soient pas reconnues? Qui est chargé de les valider? Alors, ça peut être d'abord au niveau national, mais c'est le plus souvent au niveau européen. C'est donc soit les instances européennes, soit les instances nationales, nos ministères de tutelle. Mais qui est responsable précisément? Par exemple, si on trouve... Vous coupez la caméra? Non, vous coupez la caméra. Vous coupez la caméra. Les Français dépensent beaucoup d'argent dans la recherche sur le BPA et pourtant, ce sont précisément eux qui se déclarent contre l'interdiction européenne. Comment est-ce possible?
Même des entreprises chimiques et pharmaceutiques comme Bayer ne veulent pas entendre parler des éventuels risques encourus. Ils nous renvoient au groupement d'intérêt Plastics Europe, qui nous assure que l'industrie plastique a financé 14 études et que toutes ont prouvé que le BPA n'était pas dangereux. Et pourtant, pas moins de 153 études financées par les autorités publiques démontrent qu'il est